Aujourd'hui, c'est la 7e conférence Athéna de l'année 2024. Je vous rappelle que les conférences Athéna sont organisées conjointement par la 3AED, IHEDN, l'AAT et avec le concours de la société Alcimed. Aujourd'hui, nous sommes une grosse dizaine dans la salle et une soixantaine de personnes sont normalement inscrites pour assister à la conférence à distance. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le commissaire général de la Marine, Vincent Campredon, qui va nous parler du nouveau musée national de la Marine. Vincent, je vais te présenter rapidement. Donc, commissaire de la Marine, tu as, au cours de ta carrière, eu de multiples activités. Tout d'abord, des activités embarquées, ce qui me paraît assez naturel pour un commissaire de Marine, puisque tu as été affecté après la campagne d'application de la Jeanne d'Arc sur un navire escorteur, qui était le commissaire du bord. Ensuite, il y a eu plusieurs affectations, soit à terre, soit en mer. Tu es retourné 2 fois sur la Jeanne d'Arc. Visiblement, c'est un bateau qui te plaisait. Je crois que maintenant, il est désarmé, donc tu ne peux plus. Première fois, tu étais le chef de cabinet du commandant. La deuxième fois, tu étais le commissaire du groupe aéronaval et puis tu étais également l'instructeur des jeunes commissaires. Tu as eu des affectations en France, à l'étranger, au Kosovo notamment. Tu étais le porte-parole, je crois, de l'OTAN. Tu as eu également une affectation à la fois embarquée et à la fois terrestre quand tu étais le chef de cabinet de l'amiral à l'Indien. Donc là, c'était embarqué, je crois, à l'époque. Hein, cet amiral était embarqué. Tu as eu également des activités en dehors du ministère des Armées ou ministère de la Défense, puisque tu as été dans un cabinet ministériel auprès de la ministre de l'Outre-mer. Tu as eu beaucoup d'activités dans le cadre de la communication. En fait, tu as été directeur de la communication de la Marine. Tu as été également auprès du ministre de la Défense en charge d'activités de communication. À travers de toutes ces activités, donc embarquées et post-terrestres, tu as quand même trouvé le temps de venir plusieurs fois à l'école militaire. Ça a dû commencer par l'école de guerre, puis le CHEM et l'IHEDN, puisque tu as fait la majeure Poldef, la 61e session de politique de défense de l'IHEDN. Et en septembre 2015, en fait, tu as été appelé pour prendre la direction de ce musée, qui a été complètement refondu sous ta magistrature, et c'est en fait l'objet de la conférence. Tu vas nous raconter cette magnifique aventure avec moult détails, je pense. Je terminerai en disant que nous allons organiser une visite du musée, sans doute vers fin novembre, début décembre. Donc, vous serez mis au courant par le site de la 3AED ou par LinkedIn, enfin par les canaux habituels. Comme toujours, les personnes à distance peuvent poser leurs questions sur le chat qui figure dans le Zoom sur lequel vous avez cliqué. À distance également, maintenez vos micros sur off, mais maintenez également vos caméras sur off. Ça facilite la transmission des informations. Voilà, donc Vincent, je te laisse la parole. Je vais intervenir un petit peu sur l'ordinateur pendant les premières minutes, et puis après, je laisserai... Bon. Ah, si tu veux, oui. Bien, bonsoir à tous. Je salue mon collègue de l'Académie de Marine, puisque j'ai eu le privilège de rentrer à l'Académie de Marine l'année dernière aussi. Euh, je vais passer un petit film d'abord pour mettre un peu d'ambiance de 2 minutes, sachant que je ne pourrai pas vous accompagner à la visite, puisque l'idée initiale, c'était de vous faire visiter le musée. Comme je ne pourrai pas être là, l'idée, c'est de vous raconter un peu comment c'est venu ce musée, comment elle a été faite, cette transformation. Et vous pourrez, alors je vais vous passer des petites images du musée après. Avant, quand il était, avant sa rénovation, il y a des amoureux d'avant, il y en a qui me disent, vous savez, au début, ils me disaient, ah, enfin, monsieur le directeur, j'espère que vous allez tout changer. Après, une fois que j'ai commencé à tout changer, on m'a dit, surtout ne changez rien. Voilà, donc il y a de tout.
Donc, il y a les amoureux de l'ancien musée qui vont s'y retrouver. Il y a les travaux que vous n'avez pas vus en principe. Et puis, il y a une petite présentation du nouveau musée qui passeront en dehors c'est pas moi qui les commente, ça passe derrière moi voilà, sans commentaire. D'abord, 2 petites minutes pour vous montrer l'ambiance du nouveau musée. Voilà, c'était pour mettre un peu dans l'ambiance et voir que ça a beaucoup changé. Avant de commencer, Jean-Claude n'a pas osé le dire, mais on a fait la Jeanne d'Arc ensemble. Voilà. Donc, ceci explique cela aussi. Et voilà, comme élève. Hein. Toi, tu n'étais Comme pas élève, élève, oui. tu étais Moi, j'étais stagiaire. post-école d'application. Ouais. Non, c'est rien. Donc, c'est pas ça que vous allez voir, bien sûr, mais vous avez vu que ce mélange, il y a beaucoup le mot mère, et tout ça a une histoire. Et c'est ça, c'était la complexité de ce projet qui a été fait complètement à l'envers. On m'a dit que c'était Chatham House. Donc, ici, je vais vous raconter les petites choses. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de gens de la DGA ici. Là, je regarde mon ami Louis. Parce qu'au début, on m'avait donné la méthode de la DGA pour des projets. Et en fait, on a fait exactement l'inverse. Ça a marché, je ne sais pas trop comment, mais je vais essayer de vous raconter ça. Il a fini par être ouvert et par être inauguré par le président de la République. Donc ça va. Mais au début, on m'a donné l'instruction, je crois que c'est une instruction pour les projets du ministère de la Défense. Et ça n'a pas marché, je vais vous raconter un peu comment. Alors l'histoire, elle commence il y a bien longtemps, en fait, avant, peut-être dans les années 2000, où le musée, qui est un musée né sous Louis XV, hein, donc qui est quand même ancien, et tous les ministres successifs ont voulu transformer le musée de la Marine, les directeurs aussi, les tutelles. La tutelle du musée, c'est qu'est-ce qu'on dit, DMCA maintenant? Ouais. Le- Après la DPMA, la DMCA. Et c'est jamais parti, ça n'a jamais fait. Mes deux prédécesseurs, pareil, là c'est Monsieur Le Drian, qui voulait fermer le musée. Enfin, la question se posait de fermer le musée, ça coûte cher. Un musée, il y avait une fréquentation qui était en baisse, on était sous les 100 000 visiteurs, ce qui n'est pas beaucoup pour Paris. Les collections étaient vieillissantes, même s'il y a les grands amoureux dont j'étais, de l'ancien musée de la Marine, il y a des générations de marins ou d'amoureux de la marine et de la mer qui se sont forgés leur passion et leur engagement au musée de la marine. Moi, mon père m'a emmené au musée de la marine aussi, petit. Il y a plein de gens, dont les pères ou les grands-pères emmenés au musée de la marine, c'est marrant. Les collections étaient vieillissantes, il y avait plus grand monde, il n'était pas aux normes. Ça faisait plusieurs années que il y a une commission là, présidée par le préfecture de Paris. Donc on était toujours, oui, oui, sous réserve des travaux, donc chaque année. Voilà. Donc c'était compliqué. Et il a fait faire un rapport, comme on fait habituellement aujourd'hui, les politiques, on fait faire un rapport par quelqu'un d'autre. Et il a choisi Eric Orsena. Bénédicte Donnelly, pour ceux qui le connaissent, c'est un franco-américain qui est un communicant. C'est lui qui a été à l'origine du projet Hermione. Voilà. C'est compliqué pour la viande d'ailleurs en ce moment, je fais une petite parenthèse. Et puis le directeur de la corderie royale. Et dans le rapport, il disait il faut garder le musée. Oh, c'était un peu piloté, on le sait tous, je pense, à notre niveau d'emploi. Il faut garder le musée, mais il faut tout changer. Voilà. Et alors, j'ai relevé quelques conclusions parce qu'elles sont pas mal. Et il y a actuellement renforcement des enjeux maritimes, souveraineté, sécurité, écologie, économie, culturelle, l'ouverture au monde. Une méconnaissance, et ça on le partage tous, et on l'a vu toute notre carrière, de ces enjeux par les décideurs et l'opinion publique. C'est bien pour ça qu'on y travaille. Absence au musée d'une mise en perspective historique des rapports de la France au monde via l'espace maritime hier et aujourd'hui. Le poids des collections, parce qu'en fait, dans la définition classique du musée, un musée, c'est une collection. Et vous allez voir que moi, j'ai adapté ça parce que je ne savais pas comment faire autrement. Je vais vous raconter ça. Et puis, il y a aussi un déficit de sens. Il disait qu'il fallait redonner au récit national toute sa dimension maritime. Moi, ça me plaisait pas mal, tout ça. Et puis, du coup, Le Drian, enfin, monsieur le ministre de la Défense, a sorti pas un rapport, mais une décision
Et je vais vous la lire aussi parce que tout est là et ça m'a obsédé pendant 8 ans et demi. Enfin, ça m'a obsédé, ça m'a pris la tête parce que j'ai construit le musée autour de ça. Ça fait que quand des successeurs de M. Le Drian n'étaient pas d'accord, je vous raconte des petites histoires en même temps parce que c'est ça qui est drôle. Quand les successeurs de M. Le Drian n'étaient pas du tout d'accord avec ce musée, ils sont venus me voir en me disant, mais c'est pas ce qu'on vous demande, on vous demande de faire un musée de la marine, on vous demande pas de faire un musée de la mer. Et je lui dis, mais monsieur le ministre ou madame la ministre, quand elle était secrétaire d'État, je dis, écoutez, moi, je suis aux ordres, je suis militaire, vous voulez un autre musée, je vous fais un autre musée, vous me redonnez simplement 4 ans de plus, ça fait 4 ans que j'y suis, et là, ça a calmé tout le monde, en fait. Voilà. Et voilà, je vous lis ce passage-là parce que c'est vraiment bien. Donc, c'est ce qu'il a dit à l'inauguration de la dernière expo du musée en 2015, pour ceux qui l'ont vu, qui s'appelait Dans les mailles du filet. Il y a un an, à l'occasion de la remise du rapport que j'avais confié à Eric Orsena et Bénédicte Donnelly, j'ai annoncé une grande ambition pour le musée de la Marine. Celle de rénover le site de Chaillot, celle de réinventer, tout est important, hein, notre manière de valoriser le patrimoine maritime, celle de transmettre ainsi aux plus jeunes générations, très important, le goût de la mer et la conscience des enjeux qui la traversent. C'est beau, hein, transmettre le goût de la mer et la conscience des enjeux qui la traversent. En un mot, c'est de faire du musée de la Marine le grand lieu de la mer et des marins à Paris. C'est un effort exceptionnel, 50 millions au départ, je vous dirais que c'est pas suffisant, c'était loin d'être suffisant, mais qui se justifie tant par l'urgence de la rénovation, je vous dis qu'il n'était plus aux normes, et puis ni aux normes réglementaires, ni aux normes du public, par la nécessité d'éclairer les enjeux maritimes d'aujourd'hui à travers ce formidable patrimoine que la mer et les marins nous ont laissé au fil des siècles. Je suis heureux et fier de confirmer la grande ambition que nous avons pour le musée de la Marine. Bon. Alors moi, je venais d'arriver, je suis arrivé le 1er septembre, ça c'était le 6 octobre, c'était presque un mois après. Et moi, je suis commissaire de la Marine, comme l'a rappelé Jean-Claude. J'ai pas demandé d'aller au musée. Quand on m'a proposé le musée, j'aurais dit, bah non, moi, ça va, ma carrière, elle est comme ça. Le musée, j'aurais imaginé peut-être un jour, quand je serai en deuxième section, mais bon, et puis j'ai fini par comprendre que, en fait, il fallait dire oui. Donc, au bout d'une heure avec le chef d'état-major de la marine de l'époque, j'ai dit, en fait, tu me laisses pas le choix, cher camarade. J'irai donc au musée de la marine. Voilà. Et donc, on me sort ça. Et je ne savais pas en y allant qu'il y avait un projet. Et me voilà le 6 octobre 2015 avec cette ambition du musée. Et là, comment faire? Je ne sais pas. Parce que je ne suis pas conservateur du patrimoine. Les musées, je les connais comme nous tous, hein, voilà, comme spectateurs, voilà, pour aller voir les expositions. Et donc l'idée, c'est faire un musée du 21e siècle avec un musée qui est né sous Louis XV en parlant des enjeux, transmettre le goût de la mer et la conscience des enjeux qui la traversent, parce que tout a été fabriqué autour de ça. Et là, comment faire? Eh ben, ça a été compliqué. Les anciens du musée, j'étais le quatrième directeur en 5 ans. Qui se dit que c'est celui-là, un commissaire de la marine, on ne sait pas ce que c'est, qu'est-ce qu'il nous veut. Donc je suis arrivé un peu comme je fais sur la soupe. Et il a fallu que je me débrouille à peu près tout seul pour essayer de trouver, pas refaire le musée d'avant, c'est pas ce qu'on demande, transmettre le goût de la mer et la conscience des enjeux qui la traversent. Ça m'allait bien parce qu'il fallait pas de la mer. Quand j'avais été directeur du Sherpa, n'oublie pas de me prévenir quand tu 10 minutes avant. Oui, oui, oui. Tu vas pouvoir. Ouais, attends, encore 2 secondes, je vais vous passer les images. Euh, et quand je vais commencer à vous dire comment on a pensé le musée, quand j'ai commandé le Sherpa, je vais proposer à la marine de changer un peu de ligne éditoriale de la communication en lui disant, on va parler de la mer, puisque s'il y a une marine, c'est parce qu'il y a la mer. Ça n'avait pas plu du tout. J'avais travaillé 1 an sur le projet. Je me souviens, on a jeté mon projet dans la poubelle devant moi. Il faut dire que je l'avais encore comme ça. Et là, c'était absolument génial, puisque là, justement, on me demandait de parler de la mer sans oublier la marine. Et c'était tout l'enjeu de ce projet, de parler de la mer, des enjeux maritimes, de l'avenir aux jeunes générations, tout en s'appelant toujours Musée de la Marine, Musée national de la Marine. Et il n'était pas question de changer. J'avais proposé à Madame Dariussecq, aujourd'hui ministre de la Santé, qui était secrétaire d'État chargé de la culture. C'était plus le Monsieur Le Drian, c'était Madame Parly.
De changer de nom. Je lui avais dit, écoutez, il y a le choix, Madame la ministre, soit le Grand Musée maritime de la France, parce que c'est ça, soit on garde ton nom. Je suis quand même, fais attention. Et elle a dit, mais il n'est pas question de changer quoi que ce soit, il s'appellera le Musée national de la marine. Bien, Madame la ministre. Donc il faut leur faire ce compromis. Alors c'est l'actualité, les compromis, puisqu'on voit bien aujourd'hui dans la vie politique que c'est le mot à la mode. Et là, il a fallu faire un compromis de sens. Comment présenter ce musée de la marine, toujours en gardant le musée national de la marine et ses collections qui sont parmi, moi je dis comme ancien directeur, oui pour ceux qui ne savent pas, j'ai quitté le musée le 31 décembre de l'année dernière, euh, les plus belles collections du monde. Le musée de la marine est le deuxième musée maritime du monde, le premier c'est Saint-Pétersbourg, j'y suis allé, pensant être accueilli comme, je sais pas quoi, comme le nouveau prince de la mer. Bon, c'était assez froid comme accueil. Je me suis dit, je vais aller les voir, et puis après, ils vont revenir au musée. On va faire un show extraordinaire. Les deux musées les plus grands du monde, les plus anciens en tout cas. Nous, c'est 1648 hein, pour le musée de la Marine. 1648, 1748, pardon. Et bon, ça a fait pchit, mais je peux vous dire que nous avons les plus belles collections du monde. Donc, un musée, c'est quand même une collection, mais moi, j'avais une mission pour ceux qui ont été, qui ont été militaires dans la salle, ceux qui nous écoutent, bah, moi, mission, je regarde l'ordre des missions et puis j'exécute. Hein, voilà. Alors, c'était moyennement reçu au musée, comme vous l'avez compris. Et donc, j'ai mis 3 mois à trouver une solution pour essayer de trouver comment on allait faire. Voilà. Et donc, on est parti, quand je vous ai dit qu'on l'a fait à l'envers, c'est qu'on est parti avec un accord sur une présentation orale du musée. Euh, j'ai eu 50 millions après cette présentation orale, mais rien n'était fait. Voilà. Donc, je peux vous dire que ça m'a poursuivi jusqu'à pratiquement l'inauguration, parce qu'il a fallu inventer le musée au fur et à mesure des 8 ans, sans le dire. Parce que non, on ne dit pas, il n'est pas prêt mon musée, puisque avec ma tutelle, j'avais dit, bah, tout est prêt. Voilà. Là, vous avez le programme architectural, le programme scénographique, le budget, la programmation calendaire. Bon, en fait, rien du tout. Et j'ai changé un peu les premières pages. Et sur ma belle mine, on m'a dit, monsieur le directeur, on y va. Et donc, j'avais les 50 millions là. Parce que c'est pas parce que le ministre dit, je vous donne 50 millions qu'on les a. Il faut le prouver. Je l'avais réussi à le prouver. Et je suis parti avec 50 millions sans savoir où j'allais. Alors, je vais vous passer quelques images du musée. Donc, avant, les travaux, et puis après, une petite présentation. Ça passe derrière moi pendant que je vous continue de vous parler. Hein. Euh, oui, donc, Trembler la marine, moi, je l'avais traduit par un autre mot, c'est sans changer son âme. C'est tout à fait important, puisque voilà, un musée qui a 300 ans, on ne m'a pas demandé de rayer le musée de la carte, on m'a demandé de bah, vous avez vu la mission, elle n'était pas simple. Et il fallait garder, moi ça me plaisait aussi, je suis marin, fils de marin, euh, cette marine nationale qui se demandait un peu ce qui allait se passer dans ce musée, parce que je parlais beaucoup à l'époque du musée de la mer, je fais évoluer après un petit peu mon discours, et la marine était assez inquiète de se dire on va disparaître, en fait, il va nous faire un musée de la mer, et donc tout était là dans ce compromis-là. Voilà. Euh, alors, le point enfin, le point de départ, et en tout cas ce qui m'a permis de trouver la solution, c'était, vous avez vu que j'ai fait une carrière de communicant, et donc, n'étant pas conservateur du patrimoine, et je me suis dit, c'est pas en affichant des collections que je vais parler, que je vais séduire. Enfin, je vais séduire une partie du public, mais en tout cas, donner le goût de la mer et la conscience des enjeux qui la traversent, c'est pas seulement avec les collections. Donc, il faut trouver autre chose. Et je suis parti comme je sais faire en communication, c'est-à-dire, non pas dire, venez voir telle œuvre, mais à qui je parle, à tous les publics et surtout aux jeunes générations. Quel est mon message? Ça, c'est quand même la première chose en communication. Mais le message, c'est la mer et l'avenir de la Terre. Et comment? Et c'est bien le comment qui a fabriqué le musée. Et dans le comment, les collections sont arrivées donc dans le comment et non pas comme dans la définition classique d'un musée que nous connaissons tous. On vient voir des objets.
sauf qu'il fallait là leur donner du sens au service du message. Voilà, pour ceux qui ont fait de la com, je pense qu'au niveau de responsabilité des uns et des autres, tout le monde comprend ça bien. Où est-ce qu'on en est là? Oui, c'est les travaux, ça. Vous allez voir, enfin, il y en a qui ont déjà vu le musée, madame a déjà vu le musée là-bas, je ne sais pas si il y en a qui l'ont déjà vu, mais voilà, ça vous donne un peu l'immensité des travaux. Donc, ça a été un peu le public avant les collections, mais bien sûr, tout en se servant des collections pour parler au public. L'autre chose, c'était justement en partant de là, en partant d'un musée qui a 300 ans et parmi les plus belles collections et les plus anciennes du monde, c'est comment faire pour parler d'avenir. Donc, le passé, ben, je l'ai, c'est les collections et le musée. L'avenir, c'est ce qu'on me demande, puisqu'il faut donner la conscience des enjeux qui la traversent, et il manquait le présent. Et toute l'idée de la construction du musée, ça a été justement de parler des enjeux à partir du patrimoine, et les enjeux étant le présent et surtout l'avenir, et à partir du programme qu'est le passé, qui permettait de faire le lien entre ce qu'est un musée, on ne change pas son âme, les collections, ce qu'on me demande de séduire les jeunes générations, donc en termes de muséographie, ben, je serai ouvert à vos questions après sur la muséographie, ben, il a fallu trouver les choses qui plaisent à tous, mais notamment aux jeunes générations, et organiser le musée autour des enjeux, ce qui permettait d'avoir une clé de compréhension, et en tout cas de décision de toutes les domaines que je devais prendre. Ça n'était pas simple, hein. Dès le début, il a fallu savoir ce qu'on fait du canot de l'empereur, par exemple, qui est à Brest maintenant, de toute façon, qui est muséographié de façon exceptionnelle, qui a beaucoup plus de visiteurs qu'avant. Il fallait savoir ce qu'on faisait de la bibliothèque, qui est maintenant à Duny, parce qu'il fallait de la place pour parler des enjeux. Donc, il a fallu. Et moi, je ne savais pas tout ça. Donc, j'ai commencé par faire une visite de beaucoup, beaucoup de musées, aller en France et en Europe. J'ai vu tous les grands musées maritimes d'Europe pour que bah, je sache répondre comme un directeur, parce que tout le monde arrive, on dit bah, alors, il faut décider. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Euh, un petit peu ce qui se passe dans la vie politique aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, comment y a-t-on répondu à tout ça? Alors, je vous ai donné la compréhension des choses, euh, mes clés en tout cas de décision. Et puis après, après, on fait comment? Sachant que, encore une fois, c'est pas mon métier. L'architecture, bien sûr, donc on a fait ouvert un concours d'architecture. Personne, je fais une petite parenthèse, mais quand tu montrais, là, on est où là? Tu vas passer le musée de demain. C'est les vidéos Vous bientôt. avez vu les travaux là? Quand les autorités, les hautes autorités venaient voir ça les a pas passionnés, hein, donc ils ne sont pas venus très souvent, venaient voir le chantier. Alors là, ils étaient complètement subjugués parce qu'ils disaient, ah, mais je ne savais pas, disent les responsables, c'est bien, je m'amuse un peu, hein. Je ne savais pas que c'était à ce point-là. Voilà. Bah, on m'a dit de faire parler avec un musée qui a 300 ans, qui n'a pas bougé depuis 1943, parler des enjeux maritimes, c'est le taillant qui l'a demandé, ça ne se fait pas comme ça simplement en faisant la peinture. Vous avez vu qu'on a tout cassé quand même. Et puis on a déplacé pas mal de choses. Et on a cassé jusqu'au fond. On a parfois creusé en dessous, là où il y avait les expositions temporaires, on a creusé jusqu'à 10 mètres de profondeur. Parce que c'est sous la colline de Chaillot. Sous la colline de Chaillot, il y a de l'eau, hein, c'est pas pour rien qu'il y a une rue des Eaux en dessous. Et donc, il fallait consolider tout ça. Voilà. Donc, un concours archi, euh, 178 dossiers. Évidemment, jury que je présidais, vachement simple, hein. Pour moi, je ne suis pas du tout architecte non plus, donc on s'entoure bien sûr d'une équipe. Enfin bon, l'équipe, elle veut aussi vous dire, on n'est pas dans les armées, hein, où on dit au chef ce qu'il faudrait, ce qu'on pense qu'il faudrait pour le bien de la mission ou l'intérêt général, hein. Donc, il fallait que je fasse attention, que j'ai quand même une idée de ce que je voulais. On a sélectionné un cabinet avec l'aide, bien sûr, je ne l'ai pas fait tout seul, bien sûr, hein, un cabinet français et norvégien. Norvégien pour la partie qui a donné un peu la partie marine, hein, qui s'appelle, son nom m'échappe en plus. Bon, je vais le retrouver. Euh, euh, et un cabinet français qui s'appelle H2O, très jeune, et qui ont fait un très beau projet.
d'utiliser les courbes du musée. Les courbes du musée, c'est une horreur, en fait, dans l'utilisation. Parce que bah, on préfère les salles qui sont euh, rectangulaires, avec des murs droits et non pas du tout des murs en courbe. Et eux, au contraire, avec cette ambition et puis cette mission, ils ont bien compris les choses et ils ont utilisé les courbes au profit du musée et redonné les courbes comme une vague, en fait. Donc c'est la mer à l'intérieur du musée, là on voit bien. Euh, on verra. Tu as passé les images du musée après la réouverture ou pas encore? Ah non, bah, non, Ouais, c'est la vidéo. tu peux, hein. Je peux, ouais. Ouais, tu peux en même temps, comme ça vous allez voir déjà le musée est terminé. Alors, on a tout cassé, tout recreusé. Ça a été très compliqué parce que, comme vous savez, c'est un bâtiment qui devait être éphémère, hein, qui date de 1878. Donc, on a retrouvé des murs sans fondation, du plomb, de l'amiante qui a arrêté le chantier pendant des mois. Voilà, tout ça. Je pense que vous connaissez tout ça. Donc, c'est compliqué. Voilà le musée que vous allez voir, hein. Donc, c'est amusant de voir l'ancien, les travaux et ça aujourd'hui. Euh... ça m'agace de ne pas retrouver ce nom pour voir l'autre. Et puis, une fois qu'on a lancé l'architecte, on a sélectionné un muséographe. Là aussi, le muséographe, bah, c'est le professionnel. Et c'est un concours public. Et donc, une fois qu'on a sorti l'enveloppe, eh ben, c'était un Britannique. Alors, ça fait un peu bizarre d'aller faire le musée de la marine française, enfin, moi que j'appelais le Grand Musée national maritime, enfin le Grand Musée de la France, par un Britannique. Bon, ça a fait rire la presse. En tout cas, ils ont été excellents, excellentissimes. Et ils ont parfaitement compris ce qu'on voulait, c'est-à-dire d'abord utiliser l'architecture, parce que la muséographie doit se fondre dans l'architecture, trouver une nouvelle façon de présenter les collections, et je vais en parler après, et faire des constructions qui plaisent à tous, un peu de numérique, mais pas trop, parce que les nouvelles générations, on sait qu'ils sont très numériques. Mais moi, j'ai visité la Cité de la Mer à Bordeaux, qui est totalement numérique. Ça ne m'avait pas plu du tout. En plus, la moitié des trucs étaient en panne. Et puis, je voulais, parce que petit à petit, avec les années, on se crée une compétence, que les visiteurs aient une relation à l'objet. Voilà. Euh, Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu avec des beaux objets. Et ben, peut ressentir une certaine émotion et je voulais que les visiteurs ressentent ça aussi. Et pas seulement des écrans pour les jeunes générations, parce que ben, c'est pas ça qu'on voulait montrer. Il y a les collections ils sont essentielles à montrer. Le scénographe s'appelle Casson pour ceux qui le connaissent, c'est ceux qui avaient fait le musée de Greenwich, qui est quand même le grand musée maritime au monde. Alors maintenant, le nôtre est le grand musée maritime du monde. En tout cas, c'est le plus beau, c'est le plus ancien, et surtout, c'était une nouvelle génération de se dire comment parler des enjeux, parce que finalement, c'était ça l'idée, d'organiser les collections autour d'enjeux. Alors, des enjeux, il y en a beaucoup, hein, je les ai un peu dit tout à l'heure, les enjeux économiques, les enjeux d'environnement, les enjeux de souveraineté, le climat, la pêche, hein, c'est un peu tout ce que j'ai montré dans le premier film. Et on n'avait pas forcément les objets pour parler de tous les enjeux. Moi, j'aurais voulu parler des enjeux d'environnement, mais il n'y avait pas d'objet, puisque l'environnement maritime, c'est quand même le premier sujet qui intéresse un peu tout le monde, puisque le musée veut s'adresser à tout le monde et pas seulement aux passionnés comme vous et moi. Vous, je suis certain, sinon vous ne seriez pas là, par la chose maritime. Donc, il s'agissait de sensibiliser, de convaincre le grand public de l'importance de la mer et l'avenir de l'humanité. Je reviens. Donc, pas d'objet pour parler d'environnement. L'environnement sous Louis XV, on n'en parlait pas beaucoup, ni au Second Empire. Et j'ai pris un autre enjeu pour lancer le musée, qui sont les enjeux économiques. Et autour de l'économie, en fait, on peut parler de tas de choses et on peut montrer plein de choses. Donc, l'idée, vous l'avez compris, c'est d'organiser le musée autour d'enjeux, pas que, parce qu'il n'y avait pas que des enjeux non plus à montrer, on avait aussi des jolis objets à montrer, et de faire parler les collections, faire parler les objets autour de ça. Voilà. Et dans une dimension passé, présent, avenir. Parce que
Dès qu'on a ce triptyque-là, d'abord, ça crée une dynamique extraordinaire. Ça permet de choisir les collections pour leur dire, voilà, avant c'était comme ça, aujourd'hui c'est comme ça, et demain ce sera peut-être comme ça. Euh, et donc, tout de suite, les gens, ça les intéresse. Et d'ailleurs, la fréquentation très élevée du musée, hein, puisqu'on a pour l'instant multiplié par 3 la fréquentation du musée, c'était pas un cadeau, hein, pour justement que les gens, il y a une histoire, du sens, et que ça intéresse toute la génération. Au-delà de la compréhension et du sens du parcours, avec le Kassenman, on a beaucoup parlé d'immersion, c'est de la mer, hein, donc l'immersion, ça a du sens. On voulait que les visiteurs, dès le départ, on a fait un petit film, je crois pas qu'on le voit là, euh, un petit film un petit peu comme celui que vous avez vu là, mais fait par un professionnel, ça c'est nous qui l'avions fait. Pour, donc, vous verrez, hein, dans une étrave, c'est l'étrave qui vous accueille dans le parcours euh, pendant 2 minutes et demie. Vous êtes complètement immergé et ensuite on part dans le parcours déjà un peu marin. Voilà. Et tant que j'étais directeur, ça marchait bien. On avait très peur que ça lasse les gens au départ qui avaient envie de voir des collections, mais en fait, ça a bien marché. Donc l'immersion, ressentir la mer, et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, quand vous la verrez, on a fait une vague, on la voit à un moment. On l'a vu tout à l'heure. Hein, on l'a vu, une grande vague en numérique. Je peux dire qu'on a mis 2 ans à la concevoir. J'étais le seul marin du musée, et d'abord le seul marin de la marine, mais même le seul marin qui pratique la voile et qui connaît la mer. Et les autres, c'était les autres, c'était des personnes du musée, mais ils ne connaissaient pas la mer. Donc, dès qu'il y avait une dimension, et vous avez compris que je sais que je voulais transmettre la dimension maritime, mais c'est moi qui pouvais dire ça c'est la mer, ça c'est la tempête, c'est pas assez tempête, c'est trop calme, c'est pas comme ça les vagues. On va le revoir là, tu vas le repasser, je pense. Oui. Ça c'est le petit film au début, c'est une partie du petit film au début. Euh, euh, Et donc, l'idée, c'était que on mette les gens dans une vague pour qu'ils se sentent en mer. Et là, on a parlé aussi on en profite pour parler du sauvetage et des grands marins, des grands explorateurs français, puisqu'il s'agit aussi de mettre en lumière notre grande histoire maritime, notre grande histoire navale, et être fier de notre histoire. Pour un peu l'anecdote, quand je suis arrivé au musée, il y avait un jeu pour enfants qui s'appelait Trafalgar. Alors moi, quand j'étais commandant du Sherpa, j'ai été envoyé pour le 200e anniversaire de Trafalgar en Angleterre avec l'amiral Battet. Et il dit, vous allez en Angleterre à Portsmouth pendant une semaine, mais il avait envoyé la flotte aussi, hein, parce que il avait dit, je ne sais pas pour ceux qui connaissent l'amiral Battet, il avait dit très bien, les Anglais m'invitent à l'anniversaire de Trafalgar, j'envoie la flotte. Et il a envoyé le porte-avions, les frégates, des sous-marins. Les Américains écœurés sont partis avant l'anniversaire. Et par contre, moi qui venais d'arriver au Sherpa, il a fallu que je me tape une semaine d'interview en anglais sur Trafalgar. Je connaissais pas plus que ça. J'ai travaillé beaucoup avec le SHD pendant une semaine, jour et nuit. Et donc, voilà, j'avais mon message tout prêt. Et le message s'est terminé par enfin, c'était les grandes lignes, c'était Nelson. Nelson est un génie, c'est vrai, il faut le reconnaître. Euh, voilà, donc la marine française était dans un état épouvantable après la Révolution, et c'est tout à fait vrai. Mais je vais la faire rapide, hein, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. On est là ici pour célébrer non pas la défaite de Trafalgar, mais la mort de Nelson. Et d'ailleurs, au musée de la Marine, le seul tableau qu'il y a de Trafalgar, c'est le marin qui tue Nelson à bord de Victory. Et puis je terminais par, d'ailleurs, maintenant, les plus grands alliés de l'Europe, puisque c'était l'époque où c'était la Grande-Bretagne était encore dans l'Europe. Alors je prenais mon camarade comme ça. On avait un parapluie Ryan Levy, que j'ai toujours. Il me disait, voilà, aujourd'hui, la France et l'Angleterre, c'est les plus grands alliés. Vous voyez comme quoi les époques passent. Ça a très bien marché pour une semaine. Bon, donc je connaissais très bien Trafalgar. Mais je me suis dit, il faut dans ce musée que les gens sortant du musée, aient vu du beau, aient vu de l'émotion, aient vu du sens pour les nouvelles futures générations, aient compris que la mer est l'avenir, parce que la mer répond à toutes les difficultés qu'on a sur Terre aujourd'hui, et qu'ils soient fiers de notre histoire. Ça me reprochait en même temps de la marine, pour donner des signes à la marine qu'on n'avait pas oublié la marine nationale.
Et donc, il fallait dire les choses un peu autrement. Et dans le musée que vous allez voir que c'est tout à l'honneur du musée de l'histoire navale de la France. Donc, j'ai beaucoup mis en valeur Chesapeake, par exemple, qui est la grande victoire navale française, qui a permis l'indépendance des États-Unis, que personne ne connaît. Et aujourd'hui, c'était l'amiral Vandier qui a installé, je crois, un Naval Day et la fête de Chesapeake, hein. Voilà, donc j'ai récupéré un tableau à Versailles de la bataille de la Chesapeake, et puis en disant, il y a Trafalgar, oui, il y a Chesapeake, et puis on a des grands marins, des grands amiraux, et ben après, voilà, il y a des grands ingénieurs, pardon, parce que les ingénieurs, on les met très en avant, vous verrez dans la visite, hein, ils sont très en avant sur l'évolution de la construction navale, l'évolution des armements. C'est passionnant de voir, enfin moi je me passionne encore, de voir dans le temps comment tout a évolué du bateau à voile au bateau nucléaire, aujourd'hui au porte-avions nucléaire. Et en plus, on revient à la propulsion à la voile. Pas encore dans la marine, mais enfin, ça va peut-être venir, je ne sais pas comment. Mais de voir toute cette évolution qui est liée justement par les techniques de construction, d'armement, principalement beaucoup de propulsion, et puis de navigation. Et ça, c'est votre domaine à vous. Et vous allez voir que vous ne serez pas perdu dans le musée. Vous êtes à l'honneur. Et de gens que j'ai vus, parce que j'aimais beaucoup traîner dans le musée, et surtout la sortie pour interroger les visiteurs, surtout les parents pour dire alors, les enfants ne sont bien plus, et vous, madame, et vous, monsieur, et vous, le papy, et finalement tout le monde semble, enfin, était content de la visite parce qu'il y en a pour tout le monde, et c'est ça qui est important. Ça va encore là, j'ai encore Oui, c'est bon. j'ai plein de choses à vous raconter en plus. Et, donner du sens, oui, on a dans les façons un peu modernes de présenter le musée. Je voulais pas avoir un musée trop rationnel et on l'a prévu comme une déambulation, en fait, comme un voyage en mer, en fait. Et je vous parlerai 2 secondes, si j'ai le temps, du livre que j'ai écrit pour raconter ce que je vous raconte là, mais avec l'histoire, mon histoire un peu plus personnelle qui a amené à ce musée. Un voyage en mer. En fait, on c'est compris, on part d'une immersion et ensuite on part dans les collections et ça fait un voyage jusqu'au bout. Et c'est important cette notion de voyage parce qu'il faut aussi donner du rêve. C'est pas seulement voir des belles œuvres. Les œuvres sont au service, je le répète, des messages et d'un bon moment. Il faut que ce soit du plaisir, il faut que ce soit de la joie, il faut que ce soit de l'émotion, du sens, il faut que ce soit un peu intellectuel aussi. Et de la beauté, c'est une des premières choses que j'ai imaginé au début quand j'ai dit, mais moi, le musée, je sais pas faire. Qu'est-ce que j'imagine pour un musée? Alors, je faisais des petits tirets comme ça. Et le premier, c'est, il faut que ça soit beau. Que ça soit beau. Après, l'émotion est venue, l'émerveillement, le sens, et tout ça, c'est venu un petit peu après. Et c'est tout ça que j'ai transmis au muséographe et l'architecte pour qu'ils puissent imaginer le musée comme ça. Voilà, c'est pas moi qui fabriquais le musée, mais moi, je les ai amenés à faire ce musée. Voilà. Musée communicant, vous avez compris. Pour ça, on a restauré l'ensemble des œuvres. Donc, c'est à peu près les mêmes œuvres pour les aficionados de l'ancien musée. Enfin, c'est plus qu'à peu près, c'est 90% des œuvres d'avant. Elles sont toutes restaurées, donc elles sont toutes superbes. On le voit bien dans le dernier, le petit film, là. On voit bien le réal, là, par exemple. Hein, vous allez voir, le réal, pardon, c'est les décors qui sont dorés, là, très dorés. Je ne sais pas si vous avez non, vu, qui était le décor de la dernière galère de Louis XIV. Euh, donc, toutes les œuvres ont été restaurées. Donc, c'est un programme sur plusieurs années pour que ce soit beau, bien sûr. Lieu de rencontre et d'échange, c'était important aussi, puisque il s'agit de faire vivre la mer. Vous avez vu dans la mission de Monsieur Le Drian, faire vivre la mer, le grand lieu de la mer à Paris. Et il fallait que donc le musée soit aussi un lieu d'échange, et en plus d'échange sur l'actualité. Alors, il y a un truc qui m'avait frappé quand j'étais au CIRPA, c'est que c'était il y a 20 ans, hein, et il n'y avait pas à l'époque de tous les moyens d'aujourd'hui pour parler de l'actualité de la marine sur les bateaux, qu'est-ce qui se passe. Et je me souviens, les, pour le défilé du 14 juillet, c'était encore l'époque où on faisait des petites vignettes, mais on avait inventé ça déjà, donc il y avait des équipages qui défilaient, et puis on mettait en bas à droite
de l'écran le bateau, mais on avait inventé ça, donc on voyait les bateaux en mer, de- à bord duquel l'équipage travaillait. Voilà. Donc c'était ça le début. Et là, on a inventé, c'est une grande première dans les musées, c'est un espace d'actualité. Toujours dans mon triptyque passé, présent, avenir. Donc il y a un espace d'actualité. Quand vous entrerez au musée, vous verrez une première mezzanine. On a fait des mezzanines pour gagner de la place. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, mais il y avait tout un programme d'actualité. En gros, toutes les 3 semaines, on changeait le programme, beaucoup sur les innovations, mais aussi beaucoup sur ce qui se passe dans toutes les marines, donc que ce soit la marine scientifique, la voile, la marine nationale, bien sûr, mais aussi la marine de commerce. Partout, dès qu'il se passe quelque chose en mer, donc il va y avoir un fil d'actualité, des petits films, et on a installé un système de communication pour parler avec le monde entier sur tous les supports du monde entier. Là, il y a une expo qui va ouvrir, ou qui est ouverte, je ne sais pas, sur la course du monde, en même temps que le départ du Vendée Globe, et tout est prévu pour pouvoir parler maintenant directement aux équipages du musée de la Marine. Voilà. Parce que la mer, le grand lieu de la mer, ah super, merci. Le grand de la mer, c'est aussi de l'actualité. Et puis, un très grand auditorium de 200 places, là aussi avec toute la modernité, vous allez voir, il est plus moderne que celui-là, pour pouvoir intervenir, faire des événements, toujours sur la mer. Voilà, que le musée de la Marine devient le lieu où tout se passe quand on parle de la mer. Et toute la programmation a été faite comme ça. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, mais tout a été pensé pour que ça vive au quotidien lié à l'événementiel, lié à l'actualité. 5 minutes. Ouais, c'est bon, on va arriver au bout. Parce que là, je retrouve ma passion de directeur. Nouvelle manière de s'adresser au public, on en a un peu parlé, lieu de rencontre et d'échange, faire vivre la mer, donc la programmation culturelle. Alors, des points importants pour terminer. L'accessibilité, on a un petit peu parlé, je vous ai dit, pour tous les publics, donc toutes les générations, mais ça va aller beaucoup plus loin. On a beaucoup pensé au handicap, pour que tout le monde puisse venir. Voilà. Moi, j'ai gardé cette idée de sensibiliser et convaincre le grand public sur l'importance de la mer pour l'avenir. Et donc, et on s'aperçoit quand on fait des études sur le handicap qu'en fait, on a tous un handicap, pratiquement. Beaucoup de gens, alors pas seulement à nos âges, mais aussi les plus jeunes, chacun, qu'il n'y a pas que des gens qui ont des problèmes physiques ou des problèmes ou des handicaps plus forts, mais on est tous, on voit pas très bien, on n'entend pas très bien, et donc on a des matinées une fois par mois où il y a moins de lumière pour ceux qui, il y a le son. Qu'on change pas trop fort ou un peu plus fort. C'est un handicap et c'est aussi les troisième, on appelle ça les politiques, c'est pas nos anciens, qui nos aînés. Voilà. Donc, on a été voir les EHPAD, on a été voir les prisons. Et on a en permanence, ça c'est tout à fait important pour s'adapter au public, on a testé tout ce qu'on allait faire avec ce qu'on appelle des focus group. Donc on avait des délégations, des jeunes, voilà, des lycées différents, des classes préparatoires, des facs, des parents, des jeunes adultes, des plus vieux, des grands-parents. Et à chaque fois, on a testé ce qu'on allait faire avec eux. Donc tout ce qu'ils trouvent, c'est pour ça que ça marche bien, ça a déjà été testé dans les focus group. Voilà. On a fait ça tout le temps, tout au long du musée tout au long de ces 8 ans et demi de transformation. Euh, les identités, on a voulu donner une identité propre au musée. Le logo, vous l'avez vu, ça a été fait par une agence. Là aussi, on a été obligé de transmettre la mer, on veut que ce soit de la mer. Donc tout ça, c'est des vagues, hein, vous avez bien compris. Et sur les supports numériques, en fait, on l'a vu au début du petit film, le premier, le, les vagues est en mouvement. Et donc le logo est en permanence en mouvement et à chaque seconde différent. Voilà. Alors en plus, on l'a fait de telle sorte avec le CHOM pour qu'il soit connecté au serveur du CHOM et que connecté à une bouée qui est aujourd'hui au large de Brest. Donc c'est quand la bouée qui mesure l'état de la mer fait ça, le logo fait ça. Et on peut le faire avec le CHOM dans tous les outre-mer. Donc c'était prévu de faire une année Tahiti, une année les Sorindiens, une année la Réunion, une année Mayotte, voilà pour l'originalité du logo et en plus l'innovation, puisque j'ai voulu aussi qu'on mette le musée sous le signe d'innovation. On a fait aussi une identité euh, olfactive.
Et vous serez les premiers à voir, alors on a défini ça, on a défini, c'est pas un parfum, c'est une ambiance olfactive dans le musée, pour que quand on vient au musée, on sait que c'est le musée de la Marine. Voilà, et ça, l'idée est venue des bateaux. Quand on va à la Jeanne d'Arc, vous avez compris que j'ai passé beaucoup d'années sur la Jeanne d'Arc, bah, on peut y aller les yeux fermés, on sait que c'est la Jeanne d'Arc, rien qu'à l'odeur. Et c'est vrai un peu pour tous les bateaux de la Marine. Et d'où l'idée d'avoir un moment de te dire, bah, tiens, on va créer, et il est en vente dans la boutique, cette ambiance olfactive. Voilà. Et puis, dernière identité, la troisième identité, c'est une ambiance sonore. Donc, on a donné une identité sonore, là aussi, quand on rentre dans le musée. Donc, il y a soit les appels quand quelqu'un doit parler, soit c'est surtout dans l'entrée, hein, vous verrez ça, une petite musique ou un son, c'est l'identité du musée de la Marine. Cette identité-là, on l'a vendue à l'Association internationale des musées, qui s'appelle l'ICMM. Je reviens de Rotterdam, là j'étais là au congrès de l'ICMM, et on est considéré aujourd'hui comme les pionniers de ce musée d'une nouvelle génération, c'est-à-dire d'un musée ouvert sur l'avenir, encore une fois, avec un message. Voilà, et ça c'est nouveau, et c'est l'orientation que prennent à peu près tous les musées maintenant. Il y a eu un rapport, j'ai encore une minute ou deux? Une? Une, allez. J'ai eu le rapport de mise à culture, Madame Azoulay, qui a parlé des musées du XXIe siècle. Ben, il y avait tout ça là-dedans, et donc je lui ai écrit en disant, Madame la ministre, je peux témoigner si vous voulez, parce que nous, on a fait de la prose sans le savoir, et on a inventé tout ça avant même votre rapport, elle ne m'a jamais répondu. Voilà. Je lui ai dit, si vous voulez, je témoigne, je raconte, vous savez. Pour terminer, le réseau, il est très important, vous avez vu tout à l'heure que le musée de la Marine, c'est pas seulement Chaillot, c'est aussi Brest, c'est aussi Port-Louis, c'est aussi Rochefort et Toulon. Et on a reconstruit l'ensemble, donc on a réorganisé l'ensemble du musée pour que le musée avec tout, on appelle ça les musées des ports, tous ensemble, on ait le même message. Voilà. Et donc, on a amélioré toutes les relations, que ce soit en termes de collection, que ce soit en termes d'exposition, en termes de politique marketing, de politique de sauvegarde des collections. Voilà, on a recentralisé tout ça en leur laissant, bien sûr, une grande liberté d'action. Des partenaires, là aussi, pour se lancer dans ce projet, où j'avais dit, on a un peu tout fait à l'envers, on a réinventé le musée un peu en avançant à chaque fois, et ben, il fallait, parce que comme des gens ils doutaient, il a fallu trouver des gens qui nous accompagnaient et on a petit à petit proposé à des partenaires, il y a une quinzaine de partenaires, tous les grands du musée, les gicans, Louis, tu sais ça. Mais c'est l'Académie de Marine, c'est la Marine, c'est l'Ifremer, c'est le cluster maritime, c'est la SNSM, c'est la Marine nationale, voilà. Tous les grands de ce monde maritime sont partenaires du musée, ce qui a permis que, ce projet qui a avancé, mais bon, qui n'était pas facile à faire accoucher, soit encadré, porté par des partenaires et des mécènes. Il y a 16 mécènes. Là aussi, ils ont été courageux parce ils ont investi sur un projet. Évidemment, là, je me lâche un peu ce soir, mais ce n'était pas en cours de route que je leur disais, on l'invente un petit peu en marchant. Donc aujourd'hui, il y a 16 mécènes et 15 partenaires qui permettent d'emmener tout le monde. Et au résultat, une ambition, je vais juste terminer là-dessus parce que le reste, je vous en ai déjà parlé, une ambition très forte à développer pour que le musée soit justement l'institution où euh, porte l'ambition de la France. La France a une très grande ambition maritime. Là, je ne fais pas du verbiage, hein. Monsieur Macron est venu l'inaugurer. C'était extraordinaire de parler au président de la République parce qu'il écoute. J'ai une photo où je suis là, pas comme ça, et lui, il est comme ça, il me regarde. Mais il fait ça avec tout le monde, mais on se croit seul au monde, c'est extraordinaire. En tout cas, il porte l'ambition de la France, et quand il est parti, je t'amènerai là-dessus. Et donc, ça a duré 2 heures, il a fait un beau discours, bravo, ta, 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 ta. Et à la fin, je le raccompagne à la porte, je lui dis, Monsieur le Président, j'ai fait ça pour vous. Il était un peu surpris de la forme, il m'a regardé, bien reçu. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. J'essaie de vous raconter des petites choses, parce que vous allez voir maintenant cette œuvre, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Je pense que la France va pas réinvestir comme ça dans 10 ans. Je pense qu'il y en a pour 20, 30, peut-être 40 ans. Mais il est fait pour évoluer, pour parler à tous et être surtout en pointe sur la mer
en France. Et moi, c'est pour ça que je l'ai appelé le Grand Musée maritime de la France. Voilà, merci de votre attention souriante et très agréable pour parler. Et à tous ceux qui ont écouté tous ceux qui ont écouté par raison interposée. Bien, merci Vincent. Le micro marche. Donc, s'il y a des questions dans la salle, je passe le micro. S'il y a des questions à distance, le chat est ouvert. Voilà, alors j'ai quitté pendant que les questions arrivent, j'ai quitté le musée donc juste après l'inauguration. Mon successeur, c'est un ancien bordache qui a passé l'ENA assez vite après 6 ans de marine et qui était l'ancien administrateur général du château de Versailles. Il s'appelle Thierry Gosseron et il a pris les rênes du musée pour l'ouverture. Il a été considéré en lieu, on va dire ça comme ça, qu'il y avait un directeur pour ce qui est pas mal d'ailleurs, c'est bien vu quand même, un directeur pour la transformation, puisque en fait c'est la plus grande transformation depuis Louis XV, et un directeur pour l'ouverture, sachant que c'est pas la même chose. Et puis moi j'avais bouclé la programmation sur 6 ans des expositions, et comme ça je suis sûr qu'il reste un petit peu de comprenant dans ce qui se passe au musée tous les jours. Merci. Une question qui est peut-être un petit peu vraiment un détail. Est-ce que est à nouveau exposé, enfin, sont à nouveau exposées les reliques du pourquoi pas? Parce qu'elles apparaissaient, elles disparaissaient, elles revenaient. Ouais, non, elles Oui. sont pas aujourd'hui en fait. Euh, la difficulté dans un projet, c'est qu'on veut tout montrer. Il y a 60 000 œuvres au musée. Alors, elles ne sont pas toutes magnifiques. Les plus belles, c'était les 1000 qu'il y avait avant. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a 90%. Parce qu'on a créé quelques nouvelles œuvres, justement. Par exemple, on a créé une station offshore euh, d'énergie, voilà, par les éoliennes. Par exemple, on a fait ça. On doit tout montrer. Et encore une fois, comme je l'ai dit au début, on vous dit, j'espère que vous allez tout changer. Après, on vous dit, j'espère que surtout ne changez rien. Et donc, moi, j'ai pris l'habitude de dire oui à tout le monde parce que sinon, au début, j'expliquais. Et je disais, non, 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 je peux pas. Voilà votre question. Je peux pas montrer le pourquoi pas parce qu'on a mis l'accent sur la Pérouse. La Pérouse, c'est c'est la belle histoire de France. Moi, j'ai été le DIRCOM de l'expédition à la Pérouse. C'est de la belle histoire, Louis XVI, les Lumières. Oui, oui, mais le pourquoi pas, c'est super important. Et d'ailleurs, tata. À la fin, c'est parce que comme ça, je dis oui, oui, très bien, merci monsieur. Mais c'est pas ça que je veux répondre. C'est qu'en fait, on peut pas tout montrer. On a envie de tout montrer. Et puis, on a fait une architecture de telle sorte que on puisse faire tourner les œuvres. Il y a ça. Et l'autre chose qui est importante, c'est qu'il y a les expositions temporaires. Il y en aura deux par an au lieu d'une tous les 15-18 mois. Il y en aura deux par an. Et, et on peut faire tous les sujets. Et puis en fait, troisièmement, il y a mon espace d'actualité où on peut aussi faire des présentations. Donc s'il y a une actualité du pourquoi pas, parce qu'il y a un anniversaire, parce qu'il y a une date, on peut faire des tas de choses. En fait, s'amuser, c'est un couteau suisse. Euh, on, on peut tout faire. Des conférences, des pots, des présentations, des expositions, des communications avec le monde entier, des films, on peut tout faire. C'est fait pour ça. Ça a été le fruit de justement toute cette expérience dans la marine et dans la communication, où l'événementiel prend une grande part. Et pour que les gens viennent, parce que c'est un modèle économique aussi, un musée. Hein. Donc il faut que les gens viennent, ça coûte cher. Le budget a bien augmenté quand même. L'État est de plus en plus, sert de plus en plus la vis. Et d'ailleurs, moi, c'était fini juste à temps. Je vous raconte une petite histoire d'ailleurs après là-dessus. Mais le musée de l'armée qui avait un projet là, on m'a dit que c'était gelé, le projet du musée de l'armée là. Il y a 100 millions qui ont été gelés. Voilà. Bon, j'étais un peu loin dans ma réponse. Voilà. Oui, monsieur. Reposez-moi une question sur le budget, je vous répondrai. Est-ce qu'il y a plusieurs langues adoptées au musée, par exemple, Plusieurs? langues, anglais, allemand, Absolument. avec des équipements audio? Oui, parce qu'on a un compagnon de visite. Alors aujourd'hui, on n'est plus avec comment ça s'appelait déjà avant? Un guide, le dieu guide. C'est fini ça. Il n'y a plus de dieu guide. Aujourd'hui, on a un téléphone, téléphone portable. On se branche, on prend le logiciel du musée et on raconte des histoires. Et on va beaucoup plus loin que l'œuvre, parce que l'œuvre, on raconte des petites choses et c'est en anglais. On est en 3 langues, je crois. On nous impose 5, mais c'était hyper compliqué, donc voilà. Donc c'est français,
anglais, espagnol. Voilà. Et les plus grandes difficultés que vous avez eues avec l'architecte durant ce projet? C'est l'entente avec le muséographe. Là aussi, je n'étais pas spécialiste, donc il y avait la moitié des gens qui me disaient prends un architecte et qui est muséographe, et l'autre moitié qui me disait prends deux différents. Et j'ai choisi deux différents parce que l'agence qui nous a suivis, qui est l'équivalent du SID, mais du ministère de la Culture, m'avait dit c'est mieux ça en fait. C'est pas mieux. Mais moi je savais pas. Et je me dis je vais pouvoir jouer l'un sur l'autre. Et c'est leur entente qui a été le plus compliqué. L'architecte a travaillé pendant. C'était presque fini quand le muséographe est arrivé. Le muséographe il dit non, non, moi ça me va pas cette pièce-là. Il me faut pas ça. Donc il a fallu qu'il se mette d'accord. Et souvent c'est moi qui fait l'arbitrage, mais c'est violent quoi. Parce qu'un arbitrage c'est comme ça. Je suis désolé, mais c'est comme ça. En fait, on a envie de faire plaisir aux deux, on est content. Le muséographe, quand il dit un truc, ben, on se dit, waouh, c'est le musée, il a raison au fond. Mais bon, c'est fait. Donc, mais c'est passionnant en même temps. Voilà. Et ils sont tellement fiers, ils ont gagné plein de prix, les deux. Le muséographe, les prix internationaux, hein, et l'architecte. Donc, en fait, ils sont contents. Je ne parlais pas beaucoup, mais ils sont contents. Il y a en plus, je ne vous ai pas dit, il y a un café, hein, il y a un restaurant. Il y a une boutique et puis un petit espace pour les gens ça s'appelle un espace Nozelen, pour ceux qui ont des problèmes de se situer dans l'espace. Voilà, on a un petit espace, ça se fait maintenant dans les musées. Et puis j'ai cédé, il y avait 80% de femmes au musée, et il y a aussi une pièce pour changer les couches des enfants. Voilà. Ah, comment appelez-vous cet espace, nos élèves? Nozelen, S-N-O-E, Snolesozelen, Z-E-L-E-N. Snozelen, c'est un principe, c'est un concept hollandais, d'un monsieur Snozelen qui a inventé ça qu'avec des lumières et des formes. Donc c'est un espace, vous verrez, c'est tout au fond du musée, au rez-de-chaussée, tout au fond à gauche, vous verrez. Allez voir, parce que c'est génial. C'est une pièce de 10 mètres carrés. Et là-dedans, on s'assoit et on choisit son ambiance. Il y a des trucs assez différents, des lumières jaune, bleu, on choisit c'est fort, pas fort, on s'assoit, le mobilier est différent. Et c'est assez extraordinaire, ça marche, hein, c'est vraiment un espace Nozelen. Voilà, c'est une première en France. Voilà, je voulais bien avoir plein de premières et plein d'innovations pour la France. Moi, j'ai une question sur le budget. Tu as évoqué tout à l'heure le chiffre de 50 millions. Est-ce que c'est le budget final de l'opération? Est-ce que c'était l'enveloppe initiale? Comment ça s'est Alors, passé? c'était très compliqué. Euh, D'abord, je vous ai raconté que on a fait un peu à l'envers, mais parce que Monsieur Le Drian partait. Il partait aux affaires étrangères. Et de ma carrière de commissaire, j'en sais quand même un peu de la façon dont les budgets sont accordés au ministère de la Défense. Et donc, il fallait absolument que l'on signe le premier COP avec M. Le Drian avant qu'il parte. Et pour ça, bah, il fallait convaincre que c'était ça. Alors, on est parti, c'est lui qui a donné 50 millions. 50 millions, ça correspondait à rien. C'est un chiffre comme ça. Bon, enfin, au début, on ne sait pas, on part sur 50 millions, et puis un jour, fur et à mesure, vous avez compris, les études, puis on se dit, oula, mais il en manque autant. Mon prédécesseur avait été remercié sur une histoire de budget, parce qu'il avait dit, lui, aux journalistes, moi qui connais bien la presse, je sais qu'il ne faut pas dire ça aux journalistes, qu'il fallait 100 millions. Et du coup, on l'a convoqué au cabinet, on lui a dit, bah, écoutez, moi, le ministre vous a dit 50, vous dites à la presse 100, donc la porte, ça reste un peu entre nous. Donc moi, évidemment, j'ai fait différemment. Et j'ai dit à un moment, mais pas à la presse, dans les services du ministère, ben, d'abord, les choses étaient lancées, j'ai fait beaucoup de communication, là aussi pour garantir le truc. Je connais bien les politiques, hein, quand les choses sont connues, on ne va plus dire on arrête. Musée, c'est une fois que c'est parti, c'est parti. Et donc, une fois que les choses étaient bien enclenchées, j'ai pu leur dire qu'il manquait de l'argent. Et le budget final, c'est 82 millions. Quand je suis parti, ça reste tout à fait dans les coûts de transformation des musées. Puisque là, vous savez comparer, regardez, j'ai eu deux contrôles, hein, le contrôle général des armées et de la Cour des comptes déjà, sur tout ça. Et 82 millions, c'est exactement le prix enfin, le coût du projet
intégrant la muséographie, l'architecture et le, tout ce qu'on fait autour pour que les gens puissent se situer. Voilà. Il y a plein de trucs, les signes, les marques, les accroches partout, ça coûtait assez cher, ça aussi. Et ça fait 82. Alors, les comptes ne sont pas tout à fait terminés. On imagine que ça va se terminer dans les 86, 87 millions, sachant qu'il y a les entreprises avec le Covid, parce qu'on n'a pas parlé du Covid, ça s'est arrêté et ça a des coûts, enfin, tout ça, vous savez mieux que moi, hein, c'est des coûts incroyables. Et du coup, les entreprises vous disent, tout d'un coup, ils vous disent, ben moi, c'est 7 millions en plus. Alors, ça fait des contentieux qui sont en train de régler, sans moi. Débrouille, hein. Ouais, je débrouille, voilà. Donc, je pense que ça va se terminer à 86 millions. Voilà. Alors, le budget du musée est plus important aujourd'hui. Le budget aujourd'hui, c'est 18 ou 19 millions par an. Et l'État impose 40% au départ, alors qu'on était à moins de 20% quand je suis arrivé, à 40% de couverture de ce budget par les recettes extérieures. Et les recettes extérieures, c'est la billetterie, mais pas que, c'est aussi la location. Et donc, tous les espaces dont je vous ai parlé se louent, en fait, et se louent cher. Parce que, sauf aux associations qui n'ont pas d'argent, ça, c'est pas très facile. Hein? Sauf alors l'académie. Alors, dans l'académie, il fait partie des grands de ce monde, et eux, ils sont. Vous êtes tout le temps au musée, d'ailleurs, j'ai vu. Moi, je suis pas retourné encore. Depuis le 31 décembre 23, je suis pas retourné. Voilà. Il y a une question en ligne, tu as en partie C'est répondu. filtré, les questions, j'espère. Comment? Oui. Y a-t-il un lien avec les autres musées de la marine en France, par exemple l'Orient? Alors, c'est dont je parlais, le musée en réseau. Le musée de la Marine, c'est 7 établissements. Chaillot, le centre de conservation et de ressources. C'est pour dire que c'est en fait on conserve hein, les œuvres qu'on a. C'est mon prédécesseur qui l'a fait. Enfin, pas mon prédécesseur, mais celui d'avant. Et dans l'ancien bâtiment de l'aéronavale à Duny, on l'a transformé en centre de conservation et de ressources. Donc, on a mis là toute la bibliothèque, centre de recherche, parce qu'on a créé un centre de recherche pour faire des liens avec l'éducation nationale et les universités. Voilà. Moi, l'ambition, c'était le grand musée maritime du monde, quoi. Hein. Donc, on donne les moyens, on voit grand et on y va. Et ça marche. Et puis, le stockage était 60 000 œuvres. Donc, Chaillot, Duny, Brest, Port-Louis, toute la citadelle est au musée. Rochefort, il y a 2 musées. Il y a l'ancienne école de médecine navale, née au début du XVIIIe siècle. La France était le premier pays au monde à avoir une école de médecine navale. Et puis l'hôtel de Chaussy d'Amblimont. Et on est en train de tout refaire. Euh, on est en train de tout refaire à Rochefort. Et puis Toulon. Voilà. Euh, Assez vite, comme j'ai voulu, vous avez compris, réunir dans une organisation pour augmenter sa puissance et sa performance. Comme ça, on parle à tous les Français. On a de la chance. Moi, j'ai appelé ça des ports où c'est les fenêtres sur l'océan, quoi. C'est extraordinaire de voir 5 musées des ports sur l'Atlantique et la Méditerranée, de leur donner à chacun aussi un projet de restauration. Parce qu'au début, oui, il y en a que pour Chaillot, ta, 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 ta. Et j'ai dit, attendez, chacun de vous va avoir le sien. Brest était magnifique, il y a plein de choses qui ont été refaites. À Port-Louis, il y a un musée de la Compagnie des Indes qui appartient à l'Orient, nouveau ministre de la mer. Bon, le maire est notre nouveau ministre de la mer. Et on est en train de faire, ils sont en train de faire, je suis encore un peu possessif, un projet d'une seule exposition permanente autour de l'histoire de la Porte de l'Orient, donc il y a la Compagnie des Indes, mais aussi après, pour que le visiteur fasse un seul circuit, tout en restant chacun chez soi. Je peux vous dire que c'est pas simple. Donc c'est un parcours pour que voilà, le visiteur vienne voir l'histoire de la Porte de l'Orient. À Rochefort, on refait tout, et je crois que malheureusement, les budgets cette année ont été aussi gelés pour refaire complètement, tout s'écrouler de toute façon, c'est simple, et l'ancienne école de médecine navale aussi. En fait, ça n'a pas été entretenu sérieusement pendant des années, donc la pluie, alors, c'est dramatique sur les œuvres, donc on est obligé de fermer des salles. C'est dramatique. J'avais fait un gros projet c'est pas beaucoup, c'était à 22 millions, je crois. Euh, donc tout ça gelé, et Toulon, on a refait, pas la muséographie, mais on a refait tout l'éclairage, les fenêtres, la clim, tout ça.
Donc, ils ont tous leurs projets. Voilà, ils sont tous contents. Et tous les administrateurs sont dans un COMEX, ça n'existait pas. Donc, ils prennent part à la décision de l'ensemble très collectif, comme le nouveau gouvernement. Tout ça est très collectif et dans le compromis. Vous avez compris, je fais des parallèles parce que c'est amusant. Mais c'est quand même ça, hein, parce que il faut arriver à convaincre et puis aller au bout, quoi. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est d'aller au bout. Et parce que c'est beaucoup de grands projets, beaucoup d'innovations. Donc, il faut être très déterminé. Puis, vous avez évidemment beaucoup de gens jaloux, bien sûr. Euh, je serais trop content que vous vous plantiez. Et moi, ça ne me plaît pas trop. Donc, on est arrivé au bout. Dans l'ensemble des musées dont dans l'ensemble des musées dont vous nous avez entretenus, y en a-t-il qui comportent une partie dédiée à l'artillerie navale? Pas en tant que tel, mais évidemment, les œuvres du musée étant des œuvres de la marine nationale, en gros, hein, on est en train de faire évoluer ça, évidemment, l'artillerie navale a une grande part. Et comme j'ai raconté tout à l'heure, vous verrez beaucoup à Chaillot, au sous-sol, hein, là où il y avait l'exposition temporaire, qui est le grand espace dédié à l'histoire navale de la France, ben, l'importance de l'artillerie navale et qui montre comment ben, c'est l'artillerie qui a fait évoluer en fait pas seulement les techniques de combat, mais les techniques de construction. C'est comme ça qu'on est passé de la voile au bateau à vapeur, mais des bateaux, des cuirassés, et puis la taille de la cuirasse. Donc on montre tout ça. On montre très bien les essais des obus contre des planches. Vous verrez, c'est vraiment, hein, quand c'était pas pour parce que c'est aujourd'hui que je dis que les constructeurs et les ingénieurs sont à l'honneur, mais c'est bien l'évolution, c'est bien par les ingénieurs que tout ça a évolué. Voilà. Et on le comprend très très bien dans cette galerie que je me suis quasiment réservé sur la muséographie, parce que étant le seul marin du musée, le seul officier de marine du musée, de la marine, pardon, c'est bon, s'il y a des officiers de marine qui écoutent, ils vont pas être contents. Et pour pouvoir bien expliquer, dans la dernière, j'étais sûr que le président, parce que je vois qu'il est très intéressé par la résistance pour la Deuxième Guerre mondiale, lors de la libération, tout ça. Et je me suis dit, il va me poser une question, c'est sûr. Monsieur le directeur, comment avez-vous traité le comportement de la marine dans la Deuxième Guerre mondiale? J'étais sûr d'avoir la question. J'ai travaillé pendant 6 ans et vous verrez, tout est parfaitement décrit. Il y a une place spécifiquement pour la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a les bateaux qui sont restés filés à Vichy, les bateaux qui sont passés de Vichy aux forces navales françaises libres, celles qui ont fait qui sont sorties de Marcel Kébir. Voilà. Il y a celles qui étaient en Angleterre, qui sont dès le début, qui sont partis en Angleterre. Et donc, je pouvais lui dire, voilà. Et j'avais une phrase qu'on m'avait donnée, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est un historien, Philippe Vial, pour ceux qui le connaissent, qui travaille au CHEM d'ailleurs, aujourd'hui, et qui était, Monsieur le Président, la marine française était comme les Français à cette époque-là, divisée. Voilà, voilà ce que je devais lui dire, mais il m'a posé aucune question là-dessus. J'étais furieux, j'étais obligé de dire, si, si, mais là, Monsieur le Président, vous avez ça et ça. C'est pas plus que ça. Mais il y a Darlan, voilà, il y a tout. On peut parler de tout. On l'a mis dans un tiroir, Darlan, le mural Darlan. Mais dans les musées, il y a des tiroirs, hein, vous savez, on tire. Mais enfin, bon, c'est une façon de dire c'est là, mais bon, on montre pas trop quand même. Voilà. Mais on met en valeur, bien sûr, les forces navales françaises libres et puis le débarquement de Provence et tout ça, parce que là, c'est quand même là qu'on est. Et puis les fusils marins pour le débarquement de Normandie, enfin, les commandos kiffeurs. Voilà, la France résistante. Voilà. Il aime beaucoup le président, je sais bien. Le général Baptiste, qui est le délégué national de l'Ordre de Libération, est un grand ami. Et donc, voilà, je savais tout ça. J'ai mis aussi un bateau qui avait reçu l'Ordre de la Libération. Voilà. Non, non, mais tout était prêt, mais vous avez une question. Tu as parlé tout à l'heure d'une association des directeurs de musées, je ne sais pas si c'est le bon terme. Est-ce qu'il y a des pays qui souhaitent se doter de musées de la marine ou de musées de la mer? Alors, c'est amusant ta question parce que donc, là, je reviens du congrès des musées maritimes internationaux. Et il y a 2 pays, 2 marines, qui se lancent dans le même projet. Et
et à l'initiative de la marine. Donc là, c'était pas l'initiative de la marine, là, c'est l'initiative des ministres. La marine, elle voulait bien une rénovation, mais enfin, elle voulait bien conserver son musée de la marine. Vous avez compris qu'on est arrivé. Ils sont contents, la marine. Parce qu'ils ont leur truc, ils sont contents. Et c'était un défi. Et là, il y a deux marines qui se lancent là-dedans en disant, eh bien, on va, puisque s'il y a des enjeux, enfin, c'est parce qu'il y a des enjeux qu'il y a une marine. C'est très, très intelligent. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai vendu l'affaire, mais ils l'ont trouvé tout seul. Et il y a un pays, l'Argentine, et puis le Brésil, c'est marrant, c'est deux pays d'Amérique du Sud qui veulent un musée national de la marine. Alors, en anglais, c'est compliqué parce que Naval Museum, c'est tous des Maritime Museums. Et en France, c'est avec la France qu'on fait la distinguo entre le maritime et le musée de la marine. Voilà, c'est les petites. Pour ça que moi, puisqu'on m'a dit de garder le musée national de la marine, donc on a gardé le musée de la marine. Et dessous, il y avait le musée de la marine, le grand musée maritime de la France. Je ne vais pas abandonner comme ça si vite, à me faire avoir si rapidement, avec une ambition pareille. Et là, ils se lancent là-dedans. Et puis, il y a des pays aujourd'hui dans l'océan Indien qui sont très intéressés pour faire un musée hum, national maritime. Il y a Dinaval, il y a les Seychelles, il y a Maurice, et puis il y a Oman, le sultanat d'Oman. Et donc, bah, ça, c'est la prise de conscience. C'est vachement intéressant. Bon, alors, bah, c'est une autre conférence, mais les enjeux de demain, géostratégiques et souveraineté, c'est pas pour rien si toutes les marines, les pays se dotent tous les pays riverains de la mer se dotent d'une marine. On voit bien tout ce qu'ils construisent. C'est bien que un jour, il y en aura besoin. Voilà. Et donc, les pays prennent conscience d'une certaine identité maritime. C'est plus facile pour une île. Mais Oman, c'est intéressant. Et Oman veut jouer un rôle géostratégique en océan Indien. Je le sais parce que j'ai été contacté pour aller travailler avec eux. La Seychelles, c'est une histoire plus ancienne, mais avec Oman, c'est nouveau. Et ils disent, voilà, on est un acteur important de l'océan Indien et donc, on veut montrer notre identité. Évidemment, ça me plaît puisque c'est ce qu'on a fait à Chaillot. Donc, c'est pour ça qu'ils sont venus me voir d'ailleurs. Donc, je trouve que les marines sont en train d'évoluer de façon très intelligente et pas rester les bateaux gris, les missions, voilà. L'action d'État en mer, voilà, il n'y a pas que ça, il y a les enjeux. De toute façon, les préfets maritimes aujourd'hui, ce sont des gens qui travaillent sur tous les enjeux, qui sont écologiques, économiques, tout. Le transport, la pêche, voilà, les préfets maritimes, ils sont maintenant dans l'ensemble des enjeux. Voilà. Et c'est un peu en expliquant ça à la marine qu'ils ont convenu de ce projet. Je ne leur ai pas demandé leur avis, mais ils ont adopté à la fin. Ça répond à ta question, à peu près? Tout à fait, oui. Ouais. Si. D'autres questions à distance? Alors, je peux peut-être terminer. Il y a des questions écrites? Sinon, je Non, peux il y a un terminer. commentaire. Très beau musée. Donc, c'est quelqu'un qui l'a Ah, des gens trouvé. qui sont allés, très bien. Très beau musée, lumineux, facile d'accès, passionnant. Heureusement, sans trop de numérique. Sans trop de. Numérique. Ah, mais j'ai expliqué pourquoi, hein. J'ai expliqué pourquoi. C'est marrant. C'est sympa. Sympathique Alors, peut-être un mot pour terminer. Je ne sais pas s'il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, effectivement, Le... tu peux Donc, je conclure. l'ai dit que j'avais On vous donc laissera écrit pour l'ouverture du musée. Et j'ai raconté un peu mon histoire, ben, parce que je vous ai raconté, mais je n'ai pas raconté ma vie personnelle, d'où venait cette passion de la mer, puisqu'aujourd'hui, je continue à faire ça. J'ai créé une boîte qui fait ça. Et donc, écrit un petit livre qui s'appelle Le voyage en mer. Vous avez compris que le voyage en mer, c'est mon voyage personnel, mais c'est aussi le voyage en mer du musée. Et donc, je raconte un peu d'où me vient cette, euh, cette passion pour la mer. Mon père, qui était officier de marine, lui, c'était les bateaux gris. Et moi, c'était au départ les bateaux gris. Et puis après, très vite, c'était la mer, et pas seulement les bateaux. Et donc, à travers mon histoire, l'histoire de la France, la belle histoire maritime et navale de la France, comment tout ça s'est traduit dans le musée. Voilà. Donc c'est chez Grasset. J'ai raconté ça un jour à quelqu'un qui me dit, mais attends, mais c'est intéressant ton truc. Et il en parle à une journaliste. Là, je vois la journaliste, je l'invite à déjeuner et elle me dit, ça va intéresser un éditeur. Grasset, tout simplement, avant même que j'ai écrit le premier mot, j'ai signé un premier contrat. Par contre, il a fallu le faire après. Après, c'est pas si simple de finir un livre et il est sorti fin de l'année dernière pour l'ouverture de musique. Voilà, j'en ai quelques-uns si ça intéresse quelques-uns d'entre vous d'aller un peu plus loin. On comprend encore mieux d'où vient, c'est ça, je ne peux pas tout raconter ce soir, d'où ça vient tout ça. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, moi j'étais le seul marin du musée.
pas tellement été aidé autour, vous avez compris, je ne vais pas insister trop là-dessus. Que, après, il y avait les techniciens du musée, les muséographes, les gens du musée, parce que je les ai fait souffrir, vous avez compris quand même, hein, parce que il n'était pas question de ne pas y arriver. Surtout après plusieurs tentatives de transformation, il fallait y arriver. Et on est arrivé, voilà, un peu à marche forcée. Mais je les ai conduits, l'équipage, parce que j'appelais l'équipage comme une mission. Je leur ai raconté qu'on était parti voilà, le 6 octobre 2015, que j'allais les amener à la rénovation du musée et à la réouverture. Ça a pris 8 ans, mais c'est comme ça en mer. Un bateau, il ne s'arrête pas, il ne recule pas, parce que sinon on coule. Donc on ne fait qu'avancer. Et je les ai conduits pendant ces 8 ans comme ça, comme un équipage collectif, que chacun est aussi important que les autres. Il n'y a pas les conservateurs qui savent tout et les secrétaires qui font les secrétariats. Tout le monde est important, comme à bord. Voilà. J'étais le seul officier de marine, donc ça leur a assez plu. Voilà. Et donc, vous allez voir un voyage en mer, et c'est ça que je racontais un peu. Très Voilà, bien. je peux faire, si ça amuse certains d'entre vous, je peux faire une dédicace. Je vais laisser la parole à Philippe Hervé, le vice-président de l'AAT, pour le petit mot traditionnel de clôture. Ah, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour cet exposé. Alors avant, j'avais tout de même une question moi à vous poser qui m'a interpellé, c'est que vous ayez rejeté l'instruction DGA sur la conduite des programmes m'a beaucoup navré, mais je vous en veux pas de trop quand même. Voilà. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est de démarrer avec un budget de 50 millions et de finir avec 83 millions. Vous n'êtes pas loin dans la norme des programmes d'armement, peut-être. Donc, sans faire la même méthode, vous êtes arrivé au même moment. Je pense que votre livre, vous le vendez, bien entendu, votre Oui, livre. oui, Donc, oui. si quelqu'un le veut, il peut le trouver. Enfin, il faudra Oui, peut-être. Il y en a là pour ceux qui sont présents, mais Voilà. peut-être que pour les autres. Oui, on peut Voilà. trouver dans toutes les. Voilà, je pense qu'il y en a là. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Ça va donner envie d'aller voir ce musée. J'avais vraiment envie, bien que plutôt spécialisé dans le terrestre, comme l'amicale, l'association de l'armement terrestre. Ça m'a donné envie d'y aller, surtout avec mes petits-enfants. Donc, je ne désespère pas d'y aller. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Donc, juste pour l'informer tous nos orateurs que le prochain conférence l'Athéna numéro 8, aura lieu le 15 octobre. C'est tous les troisièmes mardis du mois. Donc, ça tombe bien, c'est le 15 octobre, c'est un mardi. Et le thème sera le Golfe arabique des politiques d'armement évolutives. Je n'en connais pas l'orateur, mais ça sera sûrement un aussi bon orateur que vous. Bah, Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Et à bientôt. Merci.